Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui en Ukraine. Je suis en ligne 1, c'est-à-dire que les Russes sont là-bas, à moins de 4 km, et je suis sur cette position qui est ultra stratégique, ultra cherchée par les Russes, parce que c'est là qu'on a les drones lourds. Ici, c'est du heavy shot, et c'est ce drone qui permet de continuer à faire du minage dans la zone grise et d'alimenter en logistique tous les gars qui tiennent la ligne 0. Oh putain, il y a un drone. Bon, ça commence bien. Faut que je vous explique un petit peu le contexte de cette vidéo. D'abord, elle a été tournée en mai 2025, donc il a fallu plus de 6 mois pour pouvoir avoir le droit de la diffuser, déjà parce qu'il a fallu attendre que cette position dans laquelle je vais me trouver soit changée, parce que les Ukrainiens changent régulièrement de place, et de cette manière-là, on assure une sécurité sur cet environnement. On ne pouvait pas flouter tout l'environnement, mais maintenant, il n'y a plus de problème de sécurité. Et donc, on est en ligne 1. La ligne 1, c'est juste derrière la ligne de contact, la ligne 0, et c'est probablement l'environnement qui est le plus ciblé par les Russes. Parce que c'est de la ligne 1 que partent tous les drones kamikazes FPV qui vont arrêter les assauts, et dans la ligne 0, ils sont plutôt avec des AT4 et le fusil d'assaut classique pour se défendre. Donc, si la ligne 1 tombe, la ligne 0 a peu de chances de tenir en réalité. Donc il y a un ciblage particulier, donc il y a des procédures de sécurité particulières, il y a des infiltrations qui sont difficiles, et il y a une permanence de la part des Russes, de la volonté de détruire tout ce qui arrive sur la ligne 1, peut-être de manière encore plus prioritaire que la ligne 0. Et là, je suis dans un des environnements les plus stratégiques qu'on puisse imaginer, puisque ce sont les drones de grande taille. Vous savez que la ligne de 0, la ligne de contact, on ne peut plus y aller en véhicule, même en quad, etc. Même avec des drones de ravitaillement, c'est très compliqué. Les drones terrestres, ils se font éclater par les drones kamikazes FPV. Et donc, le ravitaillement de cette ligne de contact se fait à partir de drones aériens de grande taille, et c'est là que je vais, dans ce petit bunker duquel va partir le ravitaillement vers la ligne 0. Donc cette vidéo, elle est dédiée comment est-ce qu'on arrive sur ce bunker qui est parmi les plus dangereux en réalité. Et cette vidéo, on ne parlera pas encore du drone, du ravitaillement, ce sera pour la suivante, mais on va vraiment faire le détail de comment se déroule l'infiltration vers la ligne 1. Alors, quand je vois que c'est un Humvee, je ne sais pas exactement sur quelle version on va se trouver. C'est-à-dire qu'il y a la version des années 80-90 qui n'est pas blindée, qui n'est pas capable même d'arrêter des shrapnels d'un obus qui serait tombé pas loin, ou même une grenade, et évidemment pas un FPV. Et il y a une version blindée qui est arrivée un petit peu plus tard. Et donc ces premières générations de Humvee ont subi des pertes très importantes, notamment en Afghanistan, ce qui a amené les Américains à développer une version blindée. Et c'est quand je manipule la porte que je réalise que, heureusement pour moi, c'est la version blindée dans laquelle on se trouve, parce que le poids, on voit bien quand c'est du blindage en acier avec des vitres qui sont en verre par balle épais, là on sent réellement le poids. Donc ça, c'est censé résister aux fragments d'obus et à des explosions de petite intensité à proximité. Évidemment, c'est pas du tout protégé contre les mines, et on sait que les Russes envoient des mines sur les arrières ukrainiens, et notamment sur les lignes d'approvisionnement. Et puis évidemment, ça n'a absolument aucune capacité de supporter l'explosion d'un drone kamikaze FPV. Quand on est à l'intérieur du véhicule, on voit à quel point tout est simple, et ça c'était la volonté du Humvee, les cadrans analogiques avec de gros boutons et des interrupteurs simples qui sont conçus pour être manipulés avec des gants, des commandes qui sont robustes, sans aucune assistance électrique ou hydraulique, et là c'est typique des Humvee qui sont produits dans les années 80 à 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a aussi pas d'insonorisation, pas de climatisation d'origine, mais alors que pourtant il peut faire très chaud ou très froid dans le désert ou alors en Ukraine, et donc c'est réellement un véhicule qui est pensé pour la fiabilité et la simplicité, aucun confort, et donc c'est pour ça qu'on voit ce tuyau bleu qui est improvisé pour assurer une ventilation, et notamment pour réduire la buée qui peut s'accumuler sur le pare-brise. Alors sur le trajet, on fait une petite pause, parce qu'on doit savoir, est-ce qu'il y a des drones russes dans le coin? Donc il y a des drones russes dans le coin, donc il y en a certainement pour 2 heures, parce qu'on connaît leur autonomie évidemment. Et donc logiquement, on va attendre ici pendant 2 heures pour aller sur la ligne de laquelle on va lancer les drones, qui vont faire plein de choses cette nuit, mais aussi du ravitaillement pour la ligne 0, pour éviter d'avoir de la logistique terrestre dangereuse pour tout le monde, jusqu'aux champs qui tiennent vraiment la ligne de front. Et le plus fou, c'est donc, tout a été éclaté, hein. Le bâtiment il a plus de toit, il a plus rien. La porte a subi le blast.
Là, tout s'est envolé. Par contre, à l'intérieur, voilà. Tout est nickel. Tout est nickel à l'intérieur. Allez, protège-nous Jésus. Donc on est à moins de 5 km des Russes. Pour vous montrer à quoi ressemble l'entrée du bunker de ligne 1. Enfin c'est un tranché. Générateur électrique là-bas qui fonctionne parce qu'il n'y a pas de drone à proximité. Donc tout est couvert de bois. Il y a de l'électricité qui est de l'autre côté des murs. Hop, excusez-moi. Gaz pour survivre, pour faire la cuisine. Après ils ramènent de la flotte comme ça, ils font... voilà. Il y a pas mal de bouteilles. Là-bas, électricité, internet, wifi, donc tu vois les gens bossent. Il y a le chauffage qui est généré par des poêles à bois. Ça s'accumule. S'il y a un drone qui s'approche, on éteint le générateur à gaz et donc on continue à bosser avec ça. C'est un blouette, je sais pas à quoi ça correspond. Et comme dans tous les spots où il y a des militaires, et ben ils recueillent les petits animaux. Voilà. Puis les copains à la cuisine, ils font pas semblant. Hein. Il y a des oranges, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a des bocaux. Là, c'est du kvar, une sorte de boisson non alcoolisée. Il n'y a pas d'alcool, par contre, c'est interdit. Borщ? Greczka. On sait à ce moment-là que les drones russes d'observation qui avaient été détectés, d'ailleurs je ne sais pas exactement de quelle manière, mais qui étaient partagés sur cette application Virage que les Ukrainiens utilisent sur leur smartphone, eh bien le drone s'est éloigné. C'est-à-dire qu'on n'a plus un drone d'observation qui est en train de potentiellement nous voir approcher, et du coup, vu qu'ils ne nous voient pas, ils ne lancent pas de drone kamikaze FPV, ou alors ils vont pas tirer avec de l'artillerie, et donc ça va déjà nous garantir une certaine confidentialité et donc une meilleure sécurité pour pouvoir se rapprocher de la ligne 1. Sur le trajet, évidemment, les ponts principaux ont déjà été détruits depuis longtemps par les Russes, mais il y a des dizaines de passages improvisés que les Russes tentent de viser sans succès, notamment avec des bombes planantes, mais qui ont une précision qui est seulement d'une dizaine de mètres, et donc ça n'arrête pas de taper à droite et à gauche, mais du coup ces passages sont toujours opérationnels. Faut imaginer que dans toutes ces zones, il y a encore quelques civils isolés qui sont là parce que simplement ils ont nulle part où aller, ou alors ils ont des responsabilités, notamment ceux qui veulent s'occuper de leurs animaux et qui veulent pas les abandonner. Mais en termes de sécurité, à partir d'ici, on a le casque lourd, le brouilleur est activé, mais pas en permanence, parce que si on laisse notre brouilleur activé, eh bien ça finit aussi par être quelque chose qui peut être détecté par les Russes. Et donc c'est pour ça que dans ce Humvee, il y a aussi cette batterie EcoFlow que vous avez financée sur un certain nombre de véhicules grâce au Collect, et qui permettent d'avoir l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ce brouilleur. On voit sous le long du trajet que de nombreux véhicules ont été tapés par les drones kamikazes russes, et donc toute l'équipe est évidemment très attentive. On regarde le ciel, on tend l'oreille, c'est pour ça qu'on a des petites écoutilles sur le côté qui permettent d'avoir le bruit qui vient de l'extérieur, et ils ont aussi entre leurs mains un détecteur de fréquences qui sont émises par les drones et qui permet notamment de savoir si on est survolé à partir du moment où on capte des ondes, de définir si c'est un drone d'observation, un drone type DJI qui pourrait balancer des petites grenades, ou alors un drone kamikaze FPV, sachant que dans cette zone, il y a très peu de drones à fibre optique, heureusement, et donc la quasi-totalité des drones peuvent être détectés par ces méthodes. On le sait, on le dit et on le répète, l'objectif des Russes est de rendre la vie totalement impossible pour les civils dans la région, pour les faire fuir, mais également pour éviter que les militaires puissent trouver des abris. Et donc, leur objectif est de raser toutes les maisons. Et vous voyez que la totalité de ces habitations sont en ruine. Dès qu'il y a un panneau solaire, il est visé. Dès qu'il y a un tas de bois de chauffage, ils vont essayer de le détruire. Les cheminées sont visées également. Et donc, dès que les Russes repèrent une activité, par exemple une cheminée qui fume, ou même un potager qui est entretenu, eh bien ils vont finir par viser cette maison. Donc, quand on traverse cette ville de Sivers, il faut imaginer qu'elle est bombardée par les Russes depuis maintenant presque 4 ans,
Et les militaires doivent assurer évidemment la logistique pour eux-mêmes, pour tenir sur le front, mais également pour les habitants. Et ça leur prend énormément de temps et d'énergie, et ils préféraient très clairement que ces civils puissent aller sur les arrières pour être à l'abri, et puis qu'ils ne soient pas un poids pour eux, mais malheureusement il y en a un certain nombre qui vont rester. Et donc j'ai pu parler à des personnes âgées qui continuent à vivre dans ces conditions dramatiques, catastrophiques, pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, avec le puits simplement pour pouvoir laver leurs vêtements ou se laver eux-mêmes. Et il reste aussi pour les animaux. Les gens sont partis en abandonnant des chiens, des chats, et il y a des personnes qui m'ont dit, bah moi je peux pas abandonner, il y a une vingtaine de chiens, qui va s'occuper des 20 chiens si moi je pars aussi. Et donc il y a une sorte de devoir moral de rester pour s'occuper des animaux, et puis il y en a qui disent très clairement, je suis né dans cette maison, je mourrai dans cette maison, je vais pas partir maintenant, les Russes me tueront, mais finalement j'ai nulle part où aller. Parce qu'il faut savoir que les réfugiés de 2022, pour une partie d'entre eux, ont eu des mauvaises expériences. Ils ont eu des camps de réfugiés qui étaient en hiver, non chauffés, enfin vraiment des conditions difficiles. Ce qui fait que ça a donné une mauvaise image, que parfois il vaut mieux mourir dans sa maison que de partir et vivre dans des conditions misérables pendant quelques années, alors qu'en réalité depuis 2023, 2024 et 2025, les conditions d'accueil se sont beaucoup améliorées, notamment sur les villes des arrières, et vous avez des villes qui sont prêtes à accueillir des réfugiés, mais malheureusement les réfugiés aujourd'hui, ils veulent plus réellement bouger. À partir du moment où on arrive à proximité de la ville, on a en permanence du bruit des explosions d'obus. On entend cette artillerie, soit des départs, soit des arrivées d'obus. Les explosions sont vraiment continues. On entend également des drones qui volent, mais là on est quand même à quelques kilomètres du front, donc a priori c'est quelque chose qu'on entend à grande distance, mais on espère ne pas être visé en tout cas. Mais il y a quand même les drones kamikazes Shahed. Nous, on essaye de faire la fin de la progression au crépuscule. C'est le moment où les drones ennemis vont avoir le plus de difficulté à nous voir. Et il y a quand même de la défense, parce qu'on a les drones kamikazes Shahed et Guéran qui ne visent pas forcément les environnements dans lesquels on se trouve et qui vont simplement aller sur les arrières, mais vous avez les premières lignes de défense pour protéger les civils qui sont parfois à des centaines de kilomètres de distance derrière nous. Et donc il y a des canons de 12-7 qui sont sur des pick-up et qui vont chercher à intercepter les drones russes qui sont en train de passer, puisque ce sont des missiles low cost qui vont aller tuer des civils. Le moment le plus dangereux du trajet, évidemment, c'est la fin, c'est quand on se rapproche de cette ligne 1, c'est-à-dire notre ligne d'arbre dans laquelle on va passer ces 2 jours, et donc on va le plus rapidement possible décharger la tonne de ravitaillement qui se trouve à l'arrière de notre véhicule. L'objectif, c'est que notre véhicule puisse repartir au plus tôt, le plus rapidement possible, pour ne pas être détecté par les Russes évidemment, mais aussi pour ne pas faire repérer le bunker dans lequel nous on va se positionner. Et si on se fait repérer par les Russes, évidemment ils vont tirer sur nous, mais c'est pour ça qu'on va décharger d'abord tout ça le plus rapidement possible pour faire partir le véhicule, puis ensuite on va se cacher et on va attendre un petit quart d'heure pour vérifier s'il n'y a pas un explosif qui nous fonce dessus, et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, les Ukrainiens vont pouvoir recommencer leur travail. Ouais. Пойдемте, покажу выкройки, берите автоматы, эту всю хуйню. Да, Что самое важное, именно личные вещи. On a un peu couru les amis. Ouh. Hop. Et voilà. On est dans la tranchée, ça est en terre. Il fait chaud dedans. Welcome. Merci, thank you. Дякую. Це ми тут впали, да? Да, je ne sais pas, Ah, putain les amis, on a les chambres privées quoi. C'est pas mal. C'est génial. Les amis, c'est là qu'on va dormir, voilà. Il fait chaud. Et encore, ça continue là-bas encore? Comment? Ça continue encore là-bas?
Ouais, c'est une porte. Non, là, c'est un petit abri, là. Ok, j'hallucine. J'hallucine. Tiens, fous ça là-haut, comme ça encombre pas. Да. Тоже як тебе позивний? Ah, vous voyez, tout est en terre. Hein. Sur les côtés, terre à 100%. Une porte pour garder la chaleur. Ah, les amis, on vient de passer bon, à 15 degrés là. Ici, il y a les batteries. Toute la nuit, les batteries, elles ont été chargées, rechargées pour pouvoir faire des missions toute la nuit. Donc ça charge le jour et la nuit également. H24 avec un générateur électrique qui est de l'autre côté. Ici, sur la droite, vous avez la salle dans laquelle les gars travaillent. Donc là, comme on est 2 jours, eux, ils ne travaillent pas, mais ils vont quand même suivre l'activité des autres équipes. Et puis, ils vont assurer la maintenance, la logistique avec les drones qui se mettent à jour dans la journée. C'est-à-dire qu'on est connecté par Internet avec un Starlink. Et ça marche très bien. Hop. On continue là-bas. On fait le tour du propriétaire, hein, les amis, puisque c'est un super Airbnb ici. Ensuite, on arrive là-bas. Hop là. Voilà. Donc c'est étroit, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais en gros, ça fait ma largeur. Ça, c'était ma chambre. Voilà. Il y a des gens qui dorment. On va pas faire de bruit. Voilà. J'ai dormi là. C'était très confortable. Mais là-bas, c'est là-bas qu'il y a le générateur électrique. Donc c'est une porte ouverte. Je pense que il devait faire quelque chose comme 8-10 degrés. J'étais pas prêt. Je suis un fragile en fait. Je viens de le découvrir. Alors, je vous montre quand même comment c'est organisé. Ici au plafond. Voilà. Tout est en bois. Les murs sont en terre. Voilà. Mais globalement, il y a quand même tout le confort nécessaire. Il y a de la chaleur, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Voilà, moi je trouve que c'est incroyablement bien organisé. Et les copains, ils restent ici quasiment 15 jours. D'ailleurs, l'opérateur que vous avez vu sur les vidéos, lui, il rentre ce soir avec nous. Parce que oui, il n'y a aucun véhicule qui ne passe 2 jours. Et donc on tout se fait au crépuscule. Donc là, quand on arrive ici, on y est au minimum pour 24 heures. Et lui, ça fait 15 jours qu'il est là. Il a fêté ses 23 ans ici. Son anniversaire, il l'a fait il y a quelques jours. Et donc il va rentrer maintenant pour une quinzaine de jours de repos également. C'est comme ça, des rotations, 15 jours ici, 15 jours de repos. Allez, on continue. Hop. Ah oui, puis évidemment, le sol, devinez ce qu'il y a par terre, des batteries pour changer. Voilà. Donc vous voyez, ce type de mouvement, ce type de déplacement, c'est réellement maintenant ça qui est le plus dangereux. C'est plus dangereux d'aller sur position et d'en sortir que d'y trouver. Et c'est pour ça que les mouvements vers la ligne zéro, ils sont de plus en plus réduits, de moins en moins nombreux et de moins en moins mécanisés. Et quand il faut évacuer par exemple des blessés ou amener de la nourriture, ça se fait de plus en plus souvent soit avec des robots terrestres, des robots aériens. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle justement on fait une nuit avec une vingtaine de missions, du bombardement, des livraisons de nourriture, d'alimentation et également du minage, mais je pense que c'est important de se rendre compte aussi de tout l'environnement, tout l'écosystème qu'il y a autour des vidéos que je peux conduire sur le terrain, sachant que ces zones sont tenues, sont bombardées depuis maintenant des années et des années, les Russes avancent très très peu autour de cette ville, et dans les nouvelles positions, en fait, il y a aussi des filets, c'est-à-dire qu'il y a une protection entre l'arrière du front et sur ce front-là, mais là, comme on est quand même relativement proche des Russes, on ne peut pas mettre en place des poteaux, des filets de protection, et donc c'est des zones qui sont complètement à découvert, sachant évidemment que ces filets, ils sont aussi fragiles, c'est pas une garantie de sécurité à 100%, mais par exemple, quand on est entre Kramatorsk et Sloviansk et qu'on est sous les filets, c'est vrai qu'on se sent un petit peu plus en sécurité que quand on est à l'air libre, même si c'est peut-être une sécurité qui semble factice, ça donne au minimum un sentiment de sécurité sur cette zone-là. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.